Allez, on est de retour évidemment sur Facebook Live, évidemment des 24 heures. Il y a beaucoup de monde sur tout le stade nautique. Je suis accompagné de Franck-Emmanuel Coupard. Donc, alors double casquette, on va parler des deux évidemment à chaque fois. Première en tant que président du Royal Club. Alors, comment ça va après une météo particulière hier? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, on a eu des conditions dantesques hier qui ont obligé le report de la course, comme tout le monde l'a su et vu. Et on est parti à 17 h au lieu de 10 h comme cela était prévu. Neige, c'était la meilleure solution. Froid, Ouais. incroyable. Voilà. On n'avait jamais vu ça depuis au moins 16 ans. Et puis même, on a pu voir un peu sur Facebook, il y avait de la neige dans l'heure. Enfin, c'était quelque chose d'incroyable au 30 avril. Aussi froid, c'est quasiment jamais arrivé. C'est fou, on est d'accord. Quand on est pilote et quand on est président de l'organisation, on est comment à ce moment-là? C'est particulier quand même, j'imagine. Parce que forcément, il y en a qui voudraient partir, d'autres qui un peu moins. On gère comment cette double casquette au départ, sachant qu'on est reporté quand même, on est parti 7 heures plus tard que prévu? En fait, c'est la sagesse qui parle, tout bêtement. Il est hors de question de partir dans des conditions trop dangereuses pour tout le monde, casser le matériel, faire des accidents. Et puis surtout, notre objectif, c'est sauvegarder, préserver l'intégrité physique des pilotes. Clair, net et précis. Alors c'est vrai que certains ont envie de partir, puis après, quand ils sont partis à 17 h, quand on discute avec eux, et finalement, je pense que c'était aussi bien. Ouais, il y avait l'envie de départ, parce que forcément, il y a des partenaires, il y a beaucoup qui ont aidé à la mise en place de tout ça, et forcément, si on part pas, on se dit bah oui, ça veut dire que le bateau il sera pas vu par le spectateur. Bon, cela dit, vu le temps qu'il faisait, il n'y avait pas grand monde. Il y avait quelques mouettes éventuellement. Voilà. Mais même elles ont pas tenté. Vous êtes combien au sein du Royal Club là, sur ces 2 jours, sachant qu'il y a eu beaucoup de monde évidemment dans la préparation, dans l'installation? Vous êtes combien entre ceux qui font partie de l'association et tous les bénévoles? Ça fait combien de monde au total? Alors le Royal Club, qui est en fait le club qui a créé et qui organise cette course depuis 55 ans, est composé de 9 personnes qui sont au sein du conseil d'administration. Et ensuite, on a toute une panoplie de bénévoles qui ont tous une tâche, une fonction bien définie. Même ceux du bureau sont bénévoles aussi? Ah bien sûr. Non mais c'est toujours important de rappeler, voilà, et que tous ceux qui pilotent ici le font par plaisir, c'est pas leur job, voilà. C'est du plaisir et en fait c'est un plaisir qu'on essaye de partager au public, avec le public. Et c'est ça qui nous fait plaisir voilà. d'ailleurs. Dans les nouveautés, alors on fait partie de ces nouveautés avec évidemment l'activité sur le live. La volonté c'est de montrer le stade nautique, ça a été dit plusieurs fois, c'est ça? Oui, en fait c'est développer un nouveau concept, le stade nautique, qui pour la première fois est bien matérialisé par des banderoles qui, en tout cas pour celles qui sont restées, parce qu'il y en a pas mal qui se sont envolées hier avec le vent. Et donc voilà, donc on voit le stade nautique qui est alimenté par un petit train qui fait la jonction entre la cathédrale et le stade nautique pour faire un lien entre le centre-ville et puis donc ici, le lieu des festivités. Pour la première fois, donc, le stade nautique est lui aussi sonorisé, ce qui est très bien. Ça permet de suivre la course, le classement, qui fait quoi, qui remonte, qui est dans le bateau. Et aussi, donc, comme on le voit ici, donc, un Facebook Live, un écran géant, une animation. Pour montrer des choses, voilà, et les coulisses. On va montrer dans un instant. On n'a pas présenté. T'es venu avec qui? Alors, Eloane, peut-être un futur pilote. Est-ce que tu veux un jour piloter un bateau? Non. Bon, comme ça c'est fait. C'est qui Eloane? Alors, Eloane, c'est le fils d'amis qui sont venus là pour apprécier et voir la course. Voilà, ils étaient là à ce moment-là, donc tant qu'à faire, qui veut passer à la télé? Moi, je suis passé à la télé. Voilà. Mais il n'est pas venu tout seul, il est avec son doudou. Oui, c'est important. C'est toujours important, ça rassure toujours. Voilà, alors juste avant de parler un petit peu de la course, évidemment, puisque cette double casquette, on en a parlé tout à l'heure, on va faire un peu le point sur ce qui se passe dans les arrières coulisses, justement. Vous allez voir comment fonctionne donc un commissaire de course sur la course. C'est Antoine qui est allé le rencontrer il y a quelques minutes. Et oui Régis, une fois de plus sur ce site des 24 heures, 55e édition. Alors il y a évidemment des structures officielles qui sont présentes ici sur ces 24 heures pour en quelque sorte observer, appliquer une réglementation internationale du motonautisme. Et c'est le cas de la fonction de Louis que j'ai près de moi et qui est très précisément commissaire pour l'UIM, qui est la structure qui justement chapeaute le règlement de la fédération pour ce type d'épreuve. Oui, c'est correct. La Fédération française de motonautique, c'est part of the UIM, c'est Union internationale motonautique. Et si vous pouvez faire une description de hiérarchie d'une épreuve internationale de cette
championnat du monde. La hiérarchie c'est OIM, Fédération française, et après le club organisateur. Et le OIM, il send deux commissaires, un technique et un sportif, pour observer tous les process toutes les procédures des règlements pour cette course et pour faire l'homologation de ce championnat du monde. Homologation donc du résultat de cette édition qui puisse rentrer dans le championnat du monde. Donc vous êtes en lien étroit avec la FFM, évidemment, pour travailler justement sur cette application de la réglementation. Oui, toujours, c'est le partenaire, c'est l'institution qui territoire français et le travail du commissaire malheureusement hier avait un retard de 6 heures, 7 heures pour le départ de la course et il y a quelques procédures pour faire la calculation, pour arriver à la classification finale parce que il sera homologué, certainement, mais le nombre de points pour la position sera différent d'une course complète de 24 heures. Et ça, c'est vous qui, dans ce cas de figure un petit peu particulier, appliquez une procédure, un nombre de points qui permettent tout de même de valider cette édition pour le championnat du monde, mais avec des critères et des paramètres différents. Oui, c'est le travail, quand il arrive, le travail comme dans cette situation exceptionnelle, c'est le travail de commissaire international de surveiller tout ce processus de départ de la course après la fin de la course. Alors, il y a un commissaire au profil technique et un autre sportif, et vous êtes? Je suis commissaire sportif et il y a un commissaire anglais qui s'occupe de la partie technique. C'est beaucoup de bateaux, c'est beaucoup de choses à régler. C'est impossible pour une personne pour faire un travail propre. C'est technique et sportif. C'est toujours une séparation, mais après c'est la conjugation parce qu'un pilote qui arrive à première dans la course et après il est disqualifié pour un infringement technique, c'est une situation que nous pouvons arriver à cette situation. Les techniques et les sportifs sont séparés, mais après, il revient pour valider les résultats. Louis, on vous retrouve sans doute sur toutes les épreuves du championnat du monde de motonautisme. Ça veut dire que vous êtes présent sur toutes les épreuves internationales? Oui, je suis commissaire sportif comme commissaire pour le championnat du monde F1. Et la prochaine année, j'ai travaillé avec un commissaire français qui arrive c'est difficile pour moi. Oui, pour prendre quelques responsabilités avec moi et a été 4 profs dernière année. Cette année, c'est la complète saison. Et c'est bon parce que deux personnes pour faire les mêmes travaux, s'ils sont foqués dans la situation, c'est plus facile pour prendre la décision. C'est notre idée, c'est notre point de vue ensemble. Et comme ça, c'est une équipe qui l'effort pour arriver à un résultat correct
aux lumières de la règle. Voilà, on a compris toutes les responsabilités qui incombent à votre fonction. Louis, on vous remercie. Louis, donc commissaire sportif pour l'UIM, donc une représentation de la réglementation internationale pour la Fédération de motonautisme. Merci. Voilà, merci Antoine. Retour donc avec Franck-Emmanuel Coupin. On va parler donc de l'équipe. Alors, présente-nous, on en avait tout à l'heure sur ce podium ici sur scène. Alors Régis, c'est Des anciens. Comment ça s'est passé un peu entre Pierre, entre Alain, entre toi évidemment Joël? Il y a vraiment... c'est des noms qui parlent depuis longtemps presque, hein, c'est ça? Oui, effectivement, c'est une association de gens passionnés par le bateau, qui ont couru et qui ont de l'expérience à Rouen. Et c'est ce qui fait aussi le côté charme et sympathique de ce genre d'équipage. Donc comment ça s'est passé? Qui a appelé qui? Qui gère ça? C'est quoi? C'est Joël qui est maître? Oui, c'est Joël, un petit peu ça, qui est le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est ça? Qui appelle: allô, bonjour Alain, comment vas-tu? On a besoin de toi. Et quand tu as appris, alors je ne sais pas si c'était à l'instigation, quand tu sais que Pierre Pujol, un Delpech viennent courir, comment tu es ravi, tu es content? Très content. Ouais. Très content de voir que des anciens, entre guillemets, quoi, c'est pas péjoratif, que des anciens Des qui ont expérimentés. l'expérience, C'est voilà, ça, des c'est ça, expérimentés. viennent nous rejoindre parce que c'est la sagesse qui est au volant, quoi. Et c'est tout le problème en fait de Rouen. Il faut savoir conjuguer la vitesse et puis la sagesse, parce que le problème de beaucoup de pilotes, c'est de savoir où placer le curseur. Il faut aller vite, mais pas trop vite, parce qu'il faut tenir. Et d'avoir travaillé avec eux, sachant que tu as déjà couru nombreuses fois, c'est quoi le plus? Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce que tu entends? Est-ce qu'il y a une vraie différence par rapport à ce que toi tu avais vécu précédemment? Toutes les expériences sont bonnes à échanger, tous les points de vue sont bons à partager. Et c'est vrai que moi, ça fait quand même la 16e année que je cours ici à Rouen. Et bon, sans être prétentieux, on sait un petit peu comment marche le bateau, comment on le règle. Mais c'est toujours bon d'échanger ensemble, sachant qu'on a pour la première fois pris un moteur 2 litres. Donc, puisque les S1 n'existent plus. Bien sûr. Et donc, eux ont l'expérience en S2. Et là, par contre, j'avoue que c'était quand même pas mal. Alors, la tendance de tous ceux qui sont venus nous en parler, c'est qu'ils s'attendaient à avoir un bateau un peu moins puissant, voilà, voire même un peu lent. Et finalement, c'est pas le cas. Non, mais c'est pas le cas. Pas du tout, pas du tout. C'est la sensation qu'ils avaient au départ. La sensation, l'impression, l'appréhension, parce que quand on parle de changement, forcément que le réflexe de toute personne, c'est d'avoir un doute, hein, et de se poser la question. Mais par contre, les bateaux en ligne droite font du 210 quand même. Hein. Oui, c'est ça, ça va Donc très vite. l'écart par rapport au S1, il est de l'ordre de 10 à 20 km/h, pas plus. C'est assez faible. La grosse différence, c'est en sortie de bouée, quoi. La puissance que l'on n'a pas. C'est pour démarrer. Oui, ouais, pour redémarrer. Exactement. Un mot, voilà. Vous avez possibilité d'aller sur Facebook, c'est le cas, nous envoyer des photos. Il y a des images un peu sympas qui ont été envoyées par les uns et les autres. Voilà. Visiblement, dans les bateaux, de temps en temps, ça dort. Quand les pilotes essaient de garder le sourire et s'amuser. Voilà, petite photo des paddocks. C'est Marine, voilà, qui nous envoie ça. Merci à Marine. Et vous pouvez continuer, évidemment. Vous pouvez aussi vous prendre en photo avec le logo des 24 heures, comme on a ici. Voilà, un petit peu à ma gauche. Comment s'est passée la course? 7e, donc au moment où on se parle, un peu là, comment s'est passé, les bonnes choses, les mauvaises choses, qu'est-ce qu'on a vu? Écoute, pour démarrer, en fait, j'ai eu quelques petits soucis avec mon bateau, dans le sens où le bateau était assez volage, donc je le maîtrisais pas trop, et on a trouvé le réglage au bout d'une heure à peu près. C'est des sensations un petit peu bizarres, parce que le bateau avait l'impression de se transformer en aile d'avion. Donc, bon, pas très confortable. On a remédié au problème, on a tout réglé. Le bateau marche très bien. Et puis, il y a à peu près une heure, on a cassé une embase, on est passé sur un morceau de bois. J'ai l'impression qu'il y a quand même un paquet d'embases quand on entend les pilotes cette année. Alors, c'est dû de ce que je peux comprendre à une météo très capricieuse qui a vraiment tout bougé au niveau de la scène, même s'il y a des équipes qui récupèrent, hein, on le rappelle, oui. en amont. Mais là, avec tout ce qui s'est passé avec la météo, forcément, ça a tout changé. Oui, la météo est assez difficile, contraignante. On est en période de grande crue. On était hier en période de vigilance orange, avec un risque d'inondation. Et forcément, la Seine charrie pas mal de troncs, de choses diverses et variées, ce qui explique la casse des embases et aussi des hélices. Alors, le programme, c'est quoi? C'est de rester 7e et de finir, c'est ça, au minimum? Au minimum, on va dire ça comme ça. Finir, au minimum. Maintenant, si on peut faire mieux, on fera mieux, on ne se privera pas. Hein, le but, c'est de finir à une place honorable. Mais bon, comme disait le baron de Coubertin, l'important, c'est de participer. Mais de finir, et de finir aussi. Et de finir quand même. Finir. Voilà, un petit mot maintenant sur le ravitaillement. J'aimerais qu'avant qu'on voit les images, comment on gère. Il y a Antoine qui est parti faire un petit tour. Comment ça se gère? C'est assez particulier au niveau de l'organisation, parce qu'il y a quand même des litres d'essence qui arrivent. Comment ça fonctionne toi, au niveau du RIC?
C'est très simple. En fait, la procédure de ravitaillement impose que les pilotes descendent du bateau pour des raisons de sécurité. Ensuite, on fait le plein. Maintenant, les bateaux ont la nécessité aussi de faire le plein d'huile. Donc, on fait et le plein d'essence, de carburant et le plein d'huile. En général, ce sont des bateaux qui consomment à peu près 4 litres d'huile par heure en moyenne. Et une fois que le plein est fait, le pilote remonte dans le bateau, on le sangle et on part. Et au niveau organisationnel, on va voir ce que ça donne avec le sujet, et puis on en parle après au niveau du RIC sur la mise en place. Et c'est Antoine qui est allé voir tout ça. Alors Régis, cette fois-ci, j'ai l'immense plaisir de rencontrer une des figures emblématiques de ces 24 heures de Rouen. Pour tout vous dire, on est parti du bout du site des 24 heures. On a mis à peu près 1 heure parce qu'il a rencontré tout le monde sur le site. Il a dit bonjour à tout le monde. 1 heure pour arriver où? Pour arriver sur l'endroit où il est responsable, c'est-à-dire le ravitaillement. On est pour la première fois, c'est très rare, sur le site du ravitaillement des bateaux. Et pour ça, on va remercier Jean-Claude Detot. Je pense que là, ce que j'ai évoqué sur cette figure emblématique, tu vas valider effectivement ce profil que tu as depuis de très nombreuses années, fièrement attaché à ta passion qu'est le motonautisme. Exactement, Antoine. Puis moi, je suis très content aussi de te retrouver parce que tu fais aussi partie un peu de notre famille, tu fais partie des 24 heures. Et bon, je suis fier d'être de cette figure emblématique parce que je crois que j'ai dû faire tout ce qui pouvait exister sur une organisation de 24 heures, aussi bien le pilotage, la sécurité. Et j'ai pris ce poste-là parce que c'est un poste qui me plaît énormément, parce que c'est un poste de confiance, c'est un gros poste important puisque c'est là où il y a le carburant. En fin de compte, on a 40 000 litres de carburant dans la citerne. On est en zone ATEX. Normalement, ici, c'est pour ça que ça devient interdit. Et c'est aussi pour ça qu'on est éloigné du paddock, parce qu'on risque l'incendie. Et un incendie ici risque d'être énorme et dangereux. Donc, on est un peu écarté. Et surtout, interdiction pour des matériels électriques. Donc c'est pour ça que là, exceptionnellement pour les médias, parce qu'on estime quand même que la communication est importante et cet endroit, je l'ouvre assez rarement, mais je l'ouvre aussi aux médias pour pouvoir montrer aussi ce que c'est que du ravitaillement, parce que les gens aussi ont envie de connaître ce petit côté caché de notre compétition. Et par contre, il est vrai que quand je fais ça, je fais toujours accompagné d'un pompier avec un extincteur, parce qu'on n'est pas sans risque. Alors techniquement, ça se passe comment? Tu as parlé d'une citerne, ça veut dire qu'il y a une seule citerne qui distribue sur différents postes qui sont des pompes? Exactement. Alors si on peut, si tu veux te retourner, voilà, la citerne est là. Donc la citerne est raccordée sous la tente rouge. On a ce qu'on appelle des pompes d'ébimètre. C'est des pompes comme on a dans un magasin. Oui. Ensuite, les ravitailleurs, voilà, tiens, on a exactement l'exemple. Ils vont à la pompe, ils mettent de l'essence dans leur bidon. Et après, manuellement, ils vont sur la passerelle, ils descendent sur la barge, et comme on le voit là, il y a des derricks, ils remplissent leurs derricks. Et on ravitaille aussi les bateaux remorqueurs, puisque comme les remorqueurs, c'est un peu notre besoin d'urgence, et on en a beaucoup parlé cette année, ce qu'il faut savoir, c'est que les remorqueurs, on leur offre l'essence. Donc en fin de compte, ils viennent aussi et ils font la même danse que les ravitailleurs de pilotes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils s'arrêtent sur le ponton, ils montent la passerelle, ils viennent chercher leur essence, ils remplissent leur bidon et eux, par contre, le vident dans leur bateau. Donc là, c'est ce qu'on appelle une sorte de derrick, des contenants dans lesquels ils mettent l'essence. Et comment les bateaux savent-ils qu'ils vont à tel ou tel endroit? Alors par leur coéquipier, parce qu'ils ont des flèches, ils ont des panneaux, ils ont le numéro du bateau. Chaque derrick a le numéro du bateau, donc ils savent l'endroit où ils doivent s'arrêter. Sur le ponton, ils ont les équipiers et le ravitailleur. Alors le ravitailleur, pour dire à quel point on fait attention à cette grosse sécurité, c'est que le ravitailleur a une cagoule, des lunettes et des gants comme un pompiste, comme en F1. La seule chose qu'on leur met pas, c'est le casque, mais à la limite, on voit des ravitailleurs d'essence en F1. On a les mêmes ici en bateau. Et donc, eux sont sur le ponton, remplissent le bateau à cheval. La seule consigne qu'on leur a donnée et qui est pénalisante pour eux, c'est qu'ils ne doivent absolument pas répandre du carburant dans la Seine. Alors en quantité, ça représente quoi? On a vu 2 jerrycans passer à l'instant. Ils arrivent on voit une image là effectivement du remplissage.
En termes de plein, de réservoir d'un bateau, ça représente quoi? Alors la capacité, les bidons, c'est des bidons de 20 litres en plastique. C'est pour éviter l'électricité statique, on reste toujours dans la sécurité étincelle. Donc ils ont des bidons de 20 litres et ils déversent dans leur derrick. La contenance des derricks, c'est entre 50, 60 litres, 120 litres. Et ensuite, c'est par gravité que ça descend dans le bateau. Et ça va très vite. Hein. C'est la rapidité qui effectivement fait l'efficacité de ce ravitaillement. La nature du carburant, alors ça marche à quoi ces moteurs d'inshore? Alors ces moteurs inshore, ils marchent simplement au carburant de lambda de tout le monde. C'est du 98 ou du 95, c'est du 98 sans plomb. Oui, tout simplement. Alors, on les prévient avant parce qu'ils ont quand même besoin, ça demande un réglage au niveau des moteurs. Quand on connaît le carburant qu'on va leur donner, eux règlent leur moteur avec le même carburant qu'ils vont chercher dans n'importe quel magasin, dans n'importe quelle station. Il n'y a aucun additif autorisé ou quoi que ce soit, ils utilisent uniquement le carburant ici dans la citerne. Alors ça, bien joué Antoine, c'est vrai que la question était bien posée, parce que justement on fait un contrôle au hasard dans les citernes et dans les derricks, parce qu'on vérifie que justement il n'y ait pas d'additif. Nous on appelle ça de la poudre de perlimpinpin, il faut que tout le monde soit à égalité parfaite. Ça représente combien de personnes sur ce site? Toi, tu diriges combien de personnes dédiées à la sécurité de ce site et à la distribution? Là, j'ai à peu près 120 personnes. Et si je compte tous les ravitailleurs et si je compte l'ensemble, j'ai 220 personnes à protéger complètement sur ce site. On met à disposition quelle quantité de carburant sur 24 heures? Alors, on fait le calcul par rapport au nombre de bateaux, on fait le calcul sur 24 heures non-stop, et donc on fait une espèce, comme on connaît la consommation des bateaux, donc on est toujours à maximum 30 000 litres de carburant. Donc une citerne suffit? Une seule citerne suffit, oui. Alors pour revenir à ton parcours, la dernière fois qu'on s'est vu sur un podium, c'était sur la plus haute marche en 850. Oui, c'est vrai, ça c'est une belle fierté avec mon ami Marie-Laure, il y avait Philippe et Nicolas aussi. Et puis la dernière course que j'ai faite des 24 heures, c'est en gagnant la catégorie S850 et où j'ai eu le plaisir d'être avec toi et pour une fois sur la première marche du podium. Et ça a été un immense plaisir. Et j'ai dit que là, ma carrière de pilote pouvait s'arrêter. Mais tu as passé le relais? La descendance est là? Oui, puisque tu as eu la chance d'avoir après ma fille qui, elle, est remontée et qui a fini 3e avec son mari, Rudy Revers. Et puis, Rudy Revers, je pense qu'on n'en parle pas, on connaît le nom. Et ma fierté de cette année, c'est que sur l'année 2017, Rudy est champion du monde d'endurance parce qu'il a gagné les 24 heures. Il est champion d'Europe en F4S parce qu'il a gagné les championnats d'Europe, et de belle manière. Et il est champion d'Allemagne. Donc voilà, malheureusement là, aujourd'hui, le bateau a été cassé et donc ils ont été obligés d'abandonner et on ne les reverra pas sur l'eau aujourd'hui, malheureux. Moi, je suis un peu malheureux. Tu as eu le sentiment de transmettre cette passion que tu as depuis longtemps? Oui, il y a eu un beau relais et puis le relais, c'est ma fille qui a couru avec mon gendre, donc Rudy, et mon autre fille qui est aussi sur le parc à bateau et qui est avec mon gendre Fabrice Boulier qui est pilote et qui pilote en ce moment le bateau numéro 8. On te remercie, tu ne t'impliques pas à demi-mesure dans cette passion, parfois avec excès, souvent, mais voilà, c'est ta vie. On tenait à faire une belle rencontre ici sur ce site, Jean-Claude. Merci à toi Antoine, et puis tu sais très bien qu'avec moi, tu es toujours le bienvenu. Voilà, Jean-Claude Detot, donc, qui est depuis 4 ans maintenant responsable du ravitaillement sur ces 24 heures. De retour donc avec Franck-Emmanuel Coupard, et puis ça va toujours toi? Oui? Oui. Oui, bon, voilà. Donc t'as toujours pas envie d'être pilote après? Non. Bon, d'accord. Pourtant, on a essayé, on négocie. Papa, il aimerait bien, qui est juste à côté de nous, mais non, voilà, tant pis. Quel est le programme là, du Sun Racing Team dans les prochains jours? Là, c'est Alain Delpech qui est au volant. Après, toi, tu arrives, tu passes? Moi, je passe dans 1h30 à peu près. L'objectif, tenir. Donc, ça implique quoi? Ça veut dire que depuis le début, on est un peu relâché, voilà, on est de faire attention. Là maintenant, il reste un peu moins de 3 heures, enfin 3h30 maintenant. On est dans un stress justement de ce qui pourrait arriver, c'est ça? Oui, effectivement, parce qu'il peut arriver n'importe quoi à n'importe quelle heure, y compris à 5 minutes de la fin. Je me rappelle, il y a 3 ans, nous étions 2e à 1h30 de la fin quand on a cassé, en ayant l'obligation d'abandonner, donc c'est assez frustrant. Donc là,
On est 7e, si on peut monter la 6e, 5e place, on le fera. Mais après... c'est finir. Oui, notre objectif, Voilà. c'est finir. Alors, on le rappelle, voilà, ces bateaux, alors, ils sont créés grâce évidemment à des passionnés et des gens qui aiment le motonautisme, mais aussi des partenaires. Donc, finir la course, c'est très important pour les partenaires. Tu étais aussi, tu es partenaire, voilà, enfin, tu es dans le bateau, voilà. Explique-nous un petit peu cet impact 24 heures, il est réel, il y a une image quand même qui est créée vis-à-vis de ça. C'est important, c'est montrer que les entreprises qui nous aident financièrement pour pouvoir constituer les équipes, acheter les matériels, bateaux, moteurs et tout ce qui concerne l'accastillage, ça coûte très cher. Donc toutes ces entreprises qui nous aident, quelque part, œuvrent en dehors de leur mission commerciale, et c'est participer à la vie de la cité, parce que les 24 heures de Rouen, c'est quand même un événement majeur à Rouen. C'est le troisième. C'est le troisième événement dans un sondage IFOP qui a été publié il y a à peu près 2 ou 3 mois, je ne sais plus. Le premier, c'est l'Armada, le deuxième, la cathédrale et ses pixels, et la troisième, c'est les 24 heures. D'ailleurs, parenthèse, quand tu as vu ce sondage-là, alors comme d'autres d'ailleurs, t'es quoi? T'es surpris, étonné, ravi? Quelle sensation il y a eu au sein du RIC? Parce que il y a évidemment toujours des gens qui disent que c'est bien ou pas bien, ça on est d'accord, mais il y a le public qui est là, forcément, et qui apprécie ces 24 heures. Quand tu vois ce sondage qui a été fait d'ailleurs sur des gens qui sont en dehors de Rouen, Oui, c'est un sondage national, important, c'est pas un sondage franco-français ou rouennais-rouennais. Non, c'est un sondage national. En fait, ça nous conforte dans notre idée. On le savait que la course était importante pour les Rouennais, pour la Normandie, mais là maintenant, c'est quelque chose que l'on sait, mais que l'on peut démontrer. Et pour les élus et donc les partenaires, c'est un élément important. Alors, on sait qu'il y a du monde quand il va y avoir une journée à plus de 100 000 personnes sur la journée d'aujourd'hui, mais de savoir que c'est connu, ça implique pas mal de choses vis-à-vis des élus, vis-à-vis de l'organisation et vis-à-vis forcément des partenaires privés. Oui, c'est important parce que ça véhicule une image très dynamique de la Normandie, de la région, de la métropole, du département, de la ville. Et c'est quelque part un faire-valoir pour notre région rouennaise que nous aimons beaucoup. C'est un ambassadeur. On parle via cette course de Rouen dans le monde entier et quelque part c'est valorisant. Et donc si ça marche, c'est que c'est la dynamique économique, sportive, voilà, tout est lié évidemment. Tout est lié, voilà. Exactement. Tout est lié. Les quelques images qui ont été envoyées sur Facebook, voilà, on a ça, notre réalisateur qui me dit qu'on a des petites choses à montrer, voilà, certaines qui prennent des photos, là, Ben Gruel, voilà, qui s'amuse et qui nous renvoie donc tout ça sur la page Facebook des 24 heures motonautique. Voilà, bah tiens, bah ça tombe bien, c'est le bateau, voilà, c'était pas fait par... c'est peut-être fait exprès, peut-être que notre réalisateur il en fait exprès, voilà, je sais pas, on dirait que non, voilà, on dirait que non. Voilà, donc des images comme ça qui sont prises par les uns et les autres, continuez à nous envoyer sur la page Facebook des 24 heures motonautique. Franck Emmanuel Coupard, merci beaucoup. Merci à toi, voilà. à très bientôt. Merci Louane. Louane, peut-être un futur pilote. Ouais, t'as aimé? Oui. Voilà, bah, tu verras un moment, elle sera mise sur Facebook des 24 heures, puis tu te reverras dans 20 ans, tu verras. Parce que sur Facebook, ça reste, il paraît. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un point course parce que ça évolue et ça bouge beaucoup. Voilà, à tout de suite. Cette programmation musicale vous est proposée par l'agence événementielle Scorpion.